Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, vous qui suivez votre chaîne des valeurs Europe TV. Aujourd'hui, un entretien spécial avec l'honorable Mamadou Diouf. Nous sommes venus le trouver dans ses bureaux en train de travailler et c'est le temps qu'il nous a accordé pour quand même creuser un tout petit peu sur la personnalité de l'homme qui était politique. Aujourd'hui, il est dans le développement, mais aussi conseiller technique. Il est dans la consultance. Monsieur Diouf, bienvenue sur Europe TV. Merci beaucoup encore une fois de plus d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment un honneur pour moi de vous recevoir. Et je voudrais d'emblée m'excuser parce que je voudrais vous recevoir peut-être à la maison ou bien ailleurs dans des conditions meilleures que celles-ci. En tout cas, c'est bien. Mais vous savez, dans notre rythme de travail, on est obligé d'intervenir et de corriger un peu l'emploi de temps pour faire intervenir d'autres. Puisque Elie Diouf est un ami à moi et on a fait le collège du CS1 de Mbour ensemble. Et notre génération garde toujours les mêmes relations puisque nous avons un groupe WhatsApp que nous partageons nous tous, les anciens du CS1 de Mbour. Et ce groupe-là regroupe beaucoup de cadres sénégalais. Beaucoup de cadres sénégalais. Vous savez, à l'époque, Tchadjaï n'avait pas de collège, Ndiaganiao n'en avait pas, Dias n'en avait pas, Ngekor n'en avait pas. Il y avait un seul collège à Mbour, un ou deux collèges à Mbour et un à Joal. Cela veut dire que nous qui étions dans la zone du Djegem et un peu ceux de Fatick, c'est-à-dire la partie périphérique de Fatick qui est plus proche de Mbour, tous ces gens-là, ils venaient à Mbour pour étudier. Et ce qui a fait qu'ensemble, beaucoup de collègues de Fatick et de Mbour, on s'est retrouvés depuis lors et on garde les relations depuis lors et on est en étroite communion pour qu'on y a échangé. Oui, quand on parle de Mamadou Diouf, un petit parcours, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui suivent Europe TV? Alors, je voudrais encore vous saluer et saluer les auditeurs de Europe TV et vous féliciter de l'initiative que vous avez prise en travaillant dans le domaine de la communication, surtout la communication sociale, avec nos parents qui sont dans les villages et dans les quartiers, avec nos parents aussi qui certainement travaillent dans l'agriculture, dans l'élevage, qui sont dans le développement. Des initiatives de ce genre sont à saluer pour pouvoir effectivement communiquer avec tout le monde et avoir la possibilité de partager les informations. Alors moi, je m'appelle Mamadou Diouf, c'est vrai, c'est mon nom, mais je suis né à Ndiaganiao, dans le village de Tchandem, l'un des 2 ou 3 villages les plus grands de la commune de Ndiaganiao. La commune de Ndiaganiao compte 38 villages. Et dans les 38, le village de Ndiaye, où habite son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, et mon village Tchandem sont les 2 plus grands villages de la commune de Ndiaganiao, qui compte 38 villages. Je suis né là-bas, j'ai étudié à Ndiaganiao, à l'école Marie Médiatrice, qui est l'école privée catholique de la commune de Ndiaganiao. Après l'entrée en 6e, donc j'ai fait le collège à Mbour, le CS1 de Mbour. Après le CS1 de Mbour, j'ai fait 2 lycées, le lycée Blaise Diagne et le lycée Malick Sy de Thiès. Et après, j'ai fait l'université au département d'histoire et de géographie. Après le département d'histoire et de géographie, j'ai attaqué l'enseignement avant de quitter complètement et de rejoindre l'administration en 2000. Puisque avant 2000, j'étais politique, un jeune politique à l'université.
un jeune politique aussi. Coloré politiquement. Politiquement avec le PDS. Oui. Nous étions la jeunesse malsaine de 88. De Abdou Diouf. Voilà. Oui. La jeunesse de l'année invalide de 93. Okay. Et vous voyez un peu comment ça s'est passé. Et on a enchaîné avec Wade pour installer une direction nationale des jeunesses libérales à la tête de laquelle était mis Modou Diagne Fada. Et j'étais dans cette direction nationale des jeunesses libérales. Et nous avons beaucoup travaillé à l'époque sur la formation des jeunes, sur la formation des étudiants, sur l'installation de l'international libéral jeune. Et nous avons voyagé dans le monde entier autour des idéaux du libéralisme. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs voyages. Et je me rappelle bien de mon voyage en Ukraine, où on avait un atelier sur la démocratie participative locale et le leadership à l'époque. Et nous étions des jeunes venant de tous les pays du monde, jeunes libéraux, et j'avais représenté le Sénégal dans cet atelier qui s'est tenu en Ukraine. Donc quand je vois ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça me rappelle effectivement ce qu'on a vécu là-bas en termes de démocratie, en termes d'échange et de renforcement de capacité. Après la jeunesse libérale, aussi très tôt, j'ai pris des responsabilités qui ne sont pas politiques, mais des responsabilités de développement. J'ai été élu très tôt président du conseil rural de Ndiagagnam en 2002. En 2002, j'ai été élu président du conseil rural. Je peux même dire que l'un des plus jeunes présidents de conseil rural à l'époque, parce qu'à l'époque, pour être président de conseil rural, il fallait être vraiment un vieux, un grand responsable. Mais moi, j'étais encore à l'UJTL dans le mouvement des jeunesses libérales et j'ai été élu président du conseil rural. En tout cas, à Ndiagagnam et dans le département de Mbour et dans la région de Thiès où on se retrouvait, je faisais partie des plus jeunes, pour ne pas dire j'étais le plus jeune. Alors, mais ça, c'était une jeunesse en termes d'âge, mais ce n'était pas une jeunesse en termes d'expérience, parce que j'avais engagé beaucoup d'années dans l'enseignement, beaucoup aussi d'années dans le mouvement associatif, beaucoup d'années dans la politique, étant déjà politique depuis l'université. Alors donc, j'avais des bagages pour pouvoir porter le développement de la commune de Ndiagagnam à partir de 2002. J'ai fait un mandat de 2002 à 2009. Avant de terminer mon mandat en 2009, j'avais été élu député en 2007 par l'entremise du président Abdoulaye Wade qui m'avait fait confiance pour un peu, disait-il à l'époque, faire confiance aux jeunes. Aux jeunes, on se rappelle très bien. Voilà, voilà. Et dans notre législature, la 11e législature, il y avait beaucoup de jeunes. Et nous étions donc un des partisans de cette 11e législature. Une législature terminée en 2012. Donc, après 2012, je n'ai pas voulu faire de ce qu'ils sont en train d'appeler transhumance. Vous êtes resté vous-même. J'ai eu plusieurs offres. Oui. Très sincèrement, j'ai eu plusieurs offres. Le président sortant, Macky Sall, qui me connaissait, parce qu'il a grandi avec nous au PDS. Je le connaissais, il me connaissait, on se fréquentait, on tenait les mêmes réunions des cadres du PDS. Il était le responsable des cadres. J'étais dans la structure des cadres avec lui. Et en 2007, nous étions sur la même liste. Il était notre tête de liste, on a gagné les élections, il était notre président de l'Assemblée. Donc nous étions ensemble. Donc lorsqu'il quittait, il fait partie des premiers qui m'avaient proposé d'aller avec lui créer un nouveau parti. Je lui ai dit que je n'entre pas dans ce chemin. Alors après... Pour marquer votre fidélité à Abdoulaye Wade. Bon, mentor. Ma fidélité, mais aussi peut-être ma vision de la politique. C'est-à-dire, je ne croyais pas que la politique doit être un peu une façon de bouger quand on veut, d'aller vers les gens parce qu'ils ont quelque chose à vous donner. Pour moi, c'est un sacerdoce, c'est un engagement, c'est une vision
mais aussi ngëm-ngëm ci la bokk. Et c'est ce qui a fait que je n'avais pas accepté ces offres. Des offres en 2012, une dernière offre en 2019 lorsqu'il préparait son deuxième mandat. Pour être ministre ou bien pour être un accompagnant? Bon, on m'avait proposé en tout cas un poste. Waouh. Je n'ai pas accepté. L'intermédiaire est en vie, s'il me voit, il sait très bien que c'est lui qui était venu me voir. Je n'ai pas accepté. Il y a aussi d'autres intermédiaires qui sont venus me solliciter mon accompagnement. Je leur ai dit que politiquement, je ne peux pas retourner au village et leur dire allons-y ailleurs. Je préfère abandonner plutôt que de Me consacrer à autre chose. Alors, c'est ça qui s'est passé jusqu'en 2019 avec le parti. Mais ce n'était pas lui seul. Les Pape Diop qui ont quitté le PDS lorsqu'ils créaient, ils sont venus me voir. Idriss Seck avait fait des démarches très avancées. Finalement, je me suis retiré. Modou Diagne Fada, qui est un ami d'enfance, lorsqu'il quittait le PDS, il comptait sur moi parmi les premiers à installer son parti. Je lui avais Souleymane Ndéné Ndiaye, beaucoup d'autres. Et le dernier en date, c'est Omar Sarr, que Macky Sall avait appelé pour lui donner le ministère des Mines, avait demandé de l'accompagner pour occuper un poste. Je n'ai pas voulu. Oui, mais M. Diouf, là vous tracez une personnalité qui porte l'éthique en bandoulière. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler politique? 2021 a été une année charnière qui a même vraiment fait peur beaucoup d'observateurs. Comment vous avez vécu ce moment-là jusqu'à l'élection de celui avec qui vous partagez la même localité et qui est devenu aujourd'hui président de la République, je vous nomme Bassirou Diomaye Faye? Alors, c'est vrai que Macky Sall est réélu en 2019. Oui. Mais tout juste après son élection, c'est comme si, après 2019, il s'est préparé en troisième mandat. Et il avait suivi des démarches qui ne renvoyaient pas à une impossibilité de troisième mandat. Tout le monde pensait que celui-là veut avoir un troisième mandat. Mais moi, comme je n'avais pas quitté le PDS, je n'avais pas démissionné. Je n'étais pas trop actif, mais j'étais dans le PDS. Okay. Alors, je continuais à appuyer tout le parti suivant mes moyens. Et c'est après que Karim Wade avait demandé à ce qu'on restructure le PDS parce qu'il sera candidat. Okay. Moi, je lui ai dit, écoutez, on va restructurer. Moi, je faisais partie de ceux qui ont réfléchi sur la restructuration du PDS. On a vendu des cartes, on a renouvelé, on a repris les instances communales, départementales, et on croyait que Karim Wade serait candidat en 2024. Oui. Malheureusement, ce que vous avez vu, nous l'avons vu avec vous, puisque à partir de 2021, comme vous l'avez souligné, ça a bougé au Sénégal. Après la crise de la Covid-19, la crise politique s'est emparée du Sénégal, surtout avec l'affaire Ousmane Sonko. Il était devenu l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Et Abdoulaye Wade, qui en le recevant en 2019 disait qu'il me rappelle ma jeunesse, avait raison. Parce que l'attitude et le comportement d'Ousmane Sonko renvoyait Abdoulaye Wade 88. Nous qui avons fait avec Wade en 88, lorsqu'il disait que la disponibilité de la jeunesse vaut mieux que les milliards de l'étranger, en disant aussi que dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu as. Le même comportement de Wade en 88, c'est ce comportement-là qu'a eu Ousmane Sonko en 2000, après 2019. Oui. Et il a compris qu'effectivement sa chance était là de pouvoir effectivement remporter les élections. Malheureusement, les personnes qu'il avait en face de lui ne comprenaient pas les questions du destin. Et ils ont voulu utiliser la force. Les réactions nées de la crise sanitaire de Covid-19
ont emparé le Sénégal dans une crise sociale. Et si tu ajoutes la crise politique, cela veut dire que le pays, effectivement, était dans une situation très difficile. Ce qui est ramené à une crise économique. Une crise économique. Et tu as vu qu'à partir de ce moment, ceux du pouvoir disaient que les jeunes qui manifestent dans la rue ne manifestent pas pour soutenir Ousmane Sonko. Ils manifestent parce qu'ils sont dans des situations sociales difficiles. Macky Sall même ne comprenait rien parce qu'ils ont tenté de créer ce qu'ils ont appelé Xëyu Ndaw yi, de quelque chose comme ça. Mais ces jeunes-là avaient déjà pris leur décision. Ouais. C'était la décision de se séparer de Macky Sall, de se séparer du pouvoir actuel. Parce que vous aurez même compris que le Sénégal, en matière d'élection présidentielle, ne se trompe pas souvent, les Sénégalais. Les Sénégalais ne se trompent pas souvent. Lorsque Abdou Diouf devrait quitter le pays, devrait être, en tout cas, devrait perdre la présidentielle, vous avez vu l'engagement. Oui. Lorsque Wade devrait perdre la présidentielle en 2012, vous avez vu l'engagement et la détermination. Donc, Macky Sall devrait comprendre l'heure est arrivée de quitter. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Ils ont compris tardivement. Oui. Maintenant, on a eu ce qu'on a eu, une crise très difficile où on a maté tout ce qui était de l'opposition. Parce qu'au départ, Macky Sall s'est attaqué de Karim Wade. Il l'a enfermé en prison, il l'a déporté de l'extérieur. Khalifa Sall, en prison, empêché de se présenter. Donc, on élimine Khalifa, on élimine Karim. Il restait un seul candidat viable qui a la carrure de pouvoir remplacer Macky Sall, c'était Ousmane Sonko. Alors, on utilise le schéma que tout le monde a utilisé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je n'entre pas dans les détails. En tout cas, on l'a accusé de viol. Mais vous avez vu ce qui s'en est suivi. Il est allé en prison. Mais c'est Bassirou qui l'a devancé en prison parce que, étant le secrétaire général du PASTEF, il a porté le combat. Oui. Et lorsqu'il a porté le combat, on l'a trouvé dans son service à la DGID ici. Ce qui est extraordinaire pour Et le on pays. l'a pris comme ça, Manu Militari, on l'a amené en prison. Moi, personnellement, je suis allé le voir en prison. On a beaucoup discuté. On a échangé pendant plusieurs heures. Et je lui ai dit, Koromak, ne t'en fais pas. Ça, c'est des étapes de la vie. Il avait bien compris. Il m'a dit, écoutez, moi, j'ai passé la nuit avec le troupeau. Je n'ai pas de problème à rester ici. Oui. C'est la dernière phase que je n'ouvrirai pas avec lui. Ce que je dis, mais c'est dur. Il me dit que non, c'est pas dur. J'ai passé la nuit avec le troupeau, en brousse. Ouais. Donc, je n'ai pas de problème pour passer la nuit avec des personnes en prison. Et Dieu a fait qu'avant de sortir en prison, il était le candidat du PASTEF. Dieu a fait que aussi, cette candidature a conduit à son élection à la tête du Sénégal comme président de la République. Parce que la cible principale, c'était Ousmane Sonko. Effectivement. Et il ne voyait pas venir Bassirou Diomaye Faye. Et Dieu en a décidé autrement. Et c'est là où on analyse la force d'Ousmane Sonko en termes de leadership, en termes de management. De stratégie. Un leader, il voit loin. Il ne voit pas en sa personne. Les gens n'avaient pas compris que Bassirou pourrait être un candidat. Vous voyez, même dans les listes, Habib Sy qui avait les parrainages du PASTEF. Donc, les autres pensaient que c'est Habib Sy qui sera le candidat. Très bien. Et pourtant, avec son parrainage, il était candidat. Le parrainage des élus. Voilà. Et là, les observateurs ont dit, est-ce que ce n'est pas une erreur? Voilà. Ils ont dit, mais c'était pour montrer encore une fois de plus que si l'ancrage social doit élire un homme, ça ne doit pas être les parrainages des députés. Il doit avoir le parrainage social. Et on a donné le parrainage social à Bassirou, qu'il a réussi. Et en réussissant ce parrainage, il réussit effectivement rapidement la possibilité d'être élu président de la République parce que c'est les électeurs, c'est les électeurs des quartiers et des villages qui doivent effectivement aider à quelqu'un d'être élu président de la République. Et c'est un peu dans ce sens-là. Bon, bref, on constate qu'en 2024, le prisonnier sorti à la veille, sorti après le démarrage de la campagne, Oui.
Ils avaient que 10 jours, voilà, presque 10 jours. Finira par être élu président de la République. Et il prend une route qui semble être très proche de celle de Léopold Sédar Senghor, issu du village, de parents souvent pas du niveau de la ville, et qui a compris un peu la situation des Sénégalais avant d'être président. Donc c'est dans ce contexte où nous sommes aujourd'hui, en train d'entrevoir un an de pouvoir à la tête du pays, de Bassirou Diomaye Faye, qui effectivement aura effectivement marqué les stratégies d'élection en matière de président de la République au Sénégal, avec l'âge, avec aussi tout ce que cela comporte, n'étant pas chef de parti. Donc avec beaucoup d'éléments qui effectivement laissent entrevoir encore une fois de plus que seul Dieu sait ce qu'il fait en matière d'élection. Une première avec un président très jeune, 44 ans, aujourd'hui certainement 45 ans, nous sommes en 2025. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez fait une comparaison Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko. Les moments de lutte de Abdoulaye Wade sont-ils semblables aux moments de lutte que vous avez vécu les deux étant jeune avec Abdoulaye Wade, mais aujourd'hui une personnalité avertie avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que la personnalité de Macky Sall vous inquiète, son implication ou non dans tout ce qu'on a connu comme tuerie, voilà, brimade, violation des droits des Sénégalais? Est-ce que tout cela, ça vous a marqué en tant qu'observateur? Oui, en tant qu'observateur, j'aurais un peu essayé de dire que Macky Sall et Abdou Diouf ont presque la même stratégie, les mêmes attitudes et même peut-être les cursus. Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko sont ont à peu près les mêmes caractéristiques politiques. Oui. Puisque Macky Sall et Abdou Diouf, presque, c'est des gens qui effectivement ont hérité d'un combat. Mais Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade, la seule différence, c'est qu'Ousmane Sonko a vécu pendant une période où les réseaux sociaux ont dominé la communication. Surtout. Où il y a une possibilité effectivement de communiquer avec les réseaux sociaux. Alors que du temps de Wade, c'est de la même façon que Sonko est suivi par la jeunesse, c'était de la même façon que Wade était suivi par la jeunesse. La seule différence, c'est que les jeunes qui suivaient Wade n'avaient pas les moyens de communication que les jeunes qui sont avec Sonko. Mais c'est le même schéma, c'est la même stratégie. C'est la jeunesse qui est sortie. On disait qu'ils n'ont pas de carte, qu'ils ne peuvent pas élire quelqu'un, que c'est une jeunesse malsaine, ils ne peuvent pas. Voilà les caractéristiques. Mais à l'arrivée, ils ont fini par élire Wade. Et avec Sonko aussi, c'est la même chose. Les gens disaient que c'est impossible. Il ne le sera pas. Ce sont des militants des réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Mais ces réseaux sociaux-là ont élu Diomaye. Et Diomaye, moi, Sonko, et Sonko et Diomaye. Oui. Hein? Donc, ils ont battu campagne en duo, le leadership partagé. Quand j'entends les gens dire, non, souvent que les gens viennent me dire, votre parent là, il faut aller le voir, il faut lui dire que Nangam, c'est lui qui est élu président, il doit prendre ses responsabilités. Comme s'il il doit se séparer de Sonko. Non, Sonko, il est en train de déranger, il ne respecte. Je lui ai dit que vous là, vous n'avez pas voté pour Diomaye. Si vous aviez voté pour Diomaye, qui avait battu campagne sur le slogan Sonko et Diomaye, Diomaye et Sonko. En démarrant la campagne, ils ont démarré à deux. Sachant qu'ils ne peuvent pas sillonner le Sénégal à deux, ils se sont séparés à un certain moment, l'autre à droite, l'autre à gauche, pour terminer le nombre de... Voilà. Monoko. Ce schéma, cette stratégie de campagne renvoie à la gouvernance. Aujourd'hui, ils sont en train de gouverner à deux. Une gouvernance collégiale. C'est un leadership partagé. C'est Diomaye qui est responsable. C'est lui qui est président.
c'est lui qui a des responsabilités. Il prend ses responsabilités, il les partage avec son ami. Qu'est-ce que vous devez dire? Vous n'avez rien à dire. Parce que c'est ensemble qu'ils ont gagné. Ils gouvernent ensemble. Ce que nous voulons, c'est qu'ils puissent réussir. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent effectivement, qu'on puisse leur donner le temps de faire les réformes nécessaires. L'Assemblée nationale est installée en majorité. Il va falloir travailler sur la réforme de la décentralisation, comme ils sont en train de le faire. Moi, j'accompagne actuellement, je suis actuellement avec le ministère des collectivités territoriales qui travaille sur une réforme de la décentralisation. Voilà. Nous sommes en train de travailler sur une réforme de l'acte 3 pour en faire l'acte 4. Ce travail-là, s'il finit, va aller à l'Assemblée. Le ministère de l'Agriculture est en train de travailler sur la révision de la loi agro-silvopastorale, sur la réforme aussi du foncier. Ces réformes-là, après, seront versées à l'Assemblée nationale. D'autres ministères, le ministère de l'hydraulique sur les autoroutes de l'eau, d'autres ministères, le ministère de l'environnement, d'autres ministères, le ministère de la justice sur la réforme de la justice, d'autres ministères, le ministère de l'éducation sont en train de travailler sur des pistes de réforme. Ces réformes-là, il va falloir leur donner le temps. Par exemple, 2025 doit être une année pour finaliser toutes ces réformes et les mettre à la disposition de l'Assemblée. L'Assemblée va voter ces réformes et les codes vont changer. La loi sur la décentralisation va changer, la loi sur l'environnement, la loi sur l'eau, la loi... Donc, il y aura des lois, des décrets, des arrêtés et des codes qui seront élaborés pour repartir sur des bases claires et s'appuyer sur des stratégies connues et mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour piloter le développement et aller dans le sens de régler les problèmes. Oui, mais honorable, en attendant, on voit une impatience des populations sénégalaises qui pensent qu'aujourd'hui, l'argent ne circule pas, il y a un problème, il y a une véritable chasse à la sorcière. Il y a cette question de la reddition des comptes, mais aussi il y a beaucoup d'emplois qui, selon certaines directions, voilà, on doit arrêter tout cela. Il y a en tout cas un gros problème sur, par exemple, une vision de ces jeunes qui pensent que dès l'installation de Bassirou et Sonko, les choses vont bouger. Est-ce que il faut quand même expliquer clairement qu'il y a une dynamique, voilà, un dynamisme qui est impulsé et qu'il faut être un tout petit peu patient pour attendre les résultats escomptés? Oui, c'est vrai que les conditions dans lesquelles ils ont été élus doivent renvoyer à une patience. Parce qu'ils étaient en prison avant d'être élus. Oui. Cela veut dire qu'ils n'avaient pas le temps déjà de rester là à peaufiner des choses. Ça, c'est un. Deuxièmement, les 3 dernières années avant les élections, c'était prison, tribunal, marche, réprimande et autres. Donc, ils n'étaient pas dans des conditions de produire des documents stratégiques mis à mettre en œuvre après l'élection. Maintenant qu'ils sont élus, je pense qu'il y a des choses qui bougent à l'interne. Ça ne bouge pas à l'extérieur et ceux qui attendent n'ont pas encore vu. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train. Je vous ai cité les réformes qui sont en cours. Tant que ces réformes-là ne sont pas finies, il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et heureusement que l'Assemblée est majoritaire pour le pouvoir. Parce que vous prenez les pôles territoires. La réforme des pôles territoires, si elle est finie, on réforme l'acte 3 de la décentralisation, il y aura plus de moyens à mettre à la disposition des communes et des départements. Plus de moyens pour l'agriculture, plus de moyens pour l'élevage, plus de moyens pour l'environnement. Ça permettrait aux jeunes qui sont dans les quartiers et dans les villages de pouvoir rester là où ils habitent. De les fixer. De les fixer là où ils sont. Et de mettre à leur disposition des fermes agricoles capables de pouvoir les aider de travailler l'agriculture et l'élevage correctement. Ceux qui ont accepté et qui veulent travailler sur l'agriculture travailleront. Ceux qui ne sont pas dans l'agriculture seront dans la transformation. Après, ceux qui sont dans la transformation, s'ils transforment, ils vont mettre à la disposition ceux qui sont dans la commercialisation. Et après, il y aura ceux qui sont dans l'exportation. Donc, cette chaîne de valeur, pour qu'elle fonctionne correctement, il faut démarrer par la première chaîne. Et là, le ministre de l'Agriculture a initié des fermes agricoles, les coopératives agricoles. Dans chaque commune rurale,
on met des coopératives agricoles viables avec beaucoup de moyens. Je vous dis des moyens, c'est en termes de milliards mis à la disposition des jeunes agriculteurs, des femmes agriculteurs autour des fermes et tout le matériel nécessaire, l'encadrement technique nécessaire. Ils produisent, suivant les de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda va produire, ne peut pas être les mêmes productions que le pôle, par exemple, de Louga. Voilà. Donc chaque pôle aura ses spéculations. Oui. Il y aura effectivement une diversité de spéculations et ces spéculations pourront être maintenant transformées. Quand on arrivera à la transformation, cela veut dire qu'il y aura beaucoup d'usines. Mais honorable, vous allez être d'accord avec moi que pour transformer, il faut une industrie. Oui. Et aujourd'hui, mettre en place une industrie performante demande du temps. Est-ce que ils ont démarré? Oui. Ils ont démarré. Je veux dire que tout est lié. Tout est lié. C'est des réflexions qui ne sont pas... Vous savez, le ministère de l'Industrie est lié avec le ministère du Commerce actuellement. Oui. C'est Serigne Gueye Diop qui est le ministre de l'Industrie et du Commerce. Voilà. Cela veut dire que la transformation débouche à la commercialisation jusqu'à l'exportation. Donc l'agriculture et l'élevage sont dans un seul ministère. Si on parvient avec les fermes agricoles, les fermes élevages, de produire beaucoup, que ce soit de lait, que ce soit la viande, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, il y a une transformation. La transformation, elle est industrielle. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie a démarré avec un peu plus les industries textiles. Mais après, c'est les industries de transformation des fruits et légumes. C'est des petites minuteries, c'est des industries qui sont adaptées aux réalités des fermes. Des unités de transformation. Voilà, de transformation qui vont aider effectivement aux groupements féminins, aux associations de jeunes, aux femmes et aux acteurs locaux de pouvoir effectivement compter sur ces produits-là pour vivre, mais compter sur ces produits-là pour exporter, pour vendre et effectivement avoir de l'argent pour pouvoir régler. Donc présentement, je suis d'accord que c'est dur parce qu'on a hérité d'un pays qui effectivement... Vous n'allez pas dire en ruine. Non, vraiment, très sincèrement, j'ai cherché le mot, mais je n'ai pas vu. Oui. Parce que ce qui est sorti hier comme rapport, on va y revenir, produit par la Cour des comptes, renvoie à ce que nous avons dit. Et si les jeunes sont impatients, c'est normal. Parce que celui qui effectivement a laissé ses parents à la maison et qui sort, son objectif c'est de les soutenir, de les aider. Donc si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de frapper à la porte pour dire, écoutez, je suis là. Maintenant, il va falloir les tranquilliser, les mettre à l'aise, leur montrer où est-ce que nous en sommes. Ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui doit déboucher à du réel et à du durable. Ce n'est pas du tafiangle, ce n'est pas aussi une stratégie dont on dit on ramasse des jeunes, on les amène dans des structures, on leur fait faire des contrats fictifs, resterez ici, vous aurez 50 000 le mois, ou bien vous aurez 100 000 le mois, alors qu'on est sûr que dans 3 mois, ça va arrêter. Alors c'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes qui perdent l'emploi, on a cité le port, mais dans quelles conditions ces gens-là sont entrés là-bas? Une clientèle politique. Voilà. Est-ce que quelqu'un parmi ces jeunes-là a été à l'école et a le diplôme et a réussi un concours ou bien a été recruté ou bien est dans un contrat à durée indéterminée? Non. C'est quelqu'un qui arrive et qui ramasse un peu plus ou moins des amis ou des parents qu'il amène et qu'on les fait faire des contrats tout en sachant que c'est pas durable. Bon, on dit, ok, j'ai réglé l'emploi des jeunes. Non, tu as réglé l'emploi de quelques jeunes qui étaient derrière toi. Mais la quasi-totalité des jeunes qui attendent d'être employés étaient là et continuent d'attendre. Et maintenant, nous voulons éviter ça. En évitant cela, c'est qu'on met durablement les stratégies. Et on donne la chance à toutes les personnes suivant les catégories. C'est comme si, effectivement, on faisait un concours. Les plus méritants vont passer les premiers et les autres vont suivre. Et à partir de ce moment, effectivement, il y aura une possibilité de durabilité. Celui qui passe aujourd'hui, on sait qu'il passe. Celui qui reste, c'est notre objectif. L'objectif étant effectivement de continuer à suivre ce schéma pour les faire passer et les mettre dans des conditions de travail correctes qui feront qu'ils puissent aider leurs parents ici et non aller à l'extérieur. Et honorable, si je vous suis très bien, cette durabilité passe nécessairement par un investissement conséquent dans l'agriculture.
Je suis d'accord et je sais que combien de milliards sont prévus par commune et par ferme agricole, par coopérative agricole. Le ministère de l'Agriculture a obtenu beaucoup de financement dans ce sens-là. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont prévues. L'environnement même va accompagner par les mises en devant, par aussi un peu plus ou moins la plantation d'arbres, par le reboisement, l'eau aussi. L'eau, ce n'est pas seulement, le ministère de l'Hydraulique, ce n'est pas seulement de l'eau pour les forages, pour pouvoir effectivement mettre à la disposition des populations de l'eau potable. Mais au-delà de l'eau potable, il y a aussi des forages uniquement réservés pour l'agriculture et pour l'élevage. En faire des forages dans toutes les zones, dans toutes les contrées, dans tous les villages, pour que dans les zones où il y a des terres disponibles, fertiles, qu'on puisse effectivement mettre des forages, des addictions d'eau, système goutte à goutte pour permettre effectivement de suivre. À partir du mois de juin, vous faites la culture naturelle de l'hivernage et tout juste après, vous enchaînez avec les cultures maraîchères, les fruitières, et vous connaissez l'année. Cela veut dire que le paysan aura la possibilité de travailler 12 mois sur 12 et ne pas travailler 3 mois sur 12. Oui, honorable M. Diouf, là, vous allez accepter de trancher ce problème ou bien cette problématique. Dans nos universités, ça bouge, il y a manifestation. Les syndicats, aujourd'hui même, ont entamé une grève de 48 heures dans la santé, dans l'enseignement supérieur. Et même l'intersyndicale de tous ces syndicats se mobilise parce qu'ils pensent que vraiment la voie utilisée par les nouvelles autorités est une voie très difficile à suivre. Que répondez-vous à tout cela? C'est normal. C'est normal. 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 Tu sais, je donne toujours l'exemple. En 2000, lorsque Wade était élu, il avait demandé à tous ceux qui veulent manifester n'ont qu'à manifester. Devant le palais, chaque matin, vous retrouvez un groupe qui effectivement manifestait devant le palais. Et c'est lui qui avait laissé les gens manifester. Après, il leur a dit, écoutez, ça n'a pas de sens. Il faut prendre des foulards rouges, mouchoirs rouges. Vous voyez, c'est l'histoire. Donc, ceux qui sont là... Mais c'est lui-même aussi qui est venu interdire des manifestations. À la fin de son mandat. Avec l'arrêté Ousmane Ngom. Voilà. Cela veut dire que l'entourage est toujours dangereux dans ce conflit. Là où nous sommes, les gens sont dans des situations d'attente. Ils ne comprennent pas et ils posent les questions. Les syndicats, là, ils tapent sur la table pour que les gens comprennent. Et c'est normal, parce qu'ils dirigent des groupes syndicaux et les travailleurs. Il va falloir, quand les travailleurs sont dans des difficultés, ils ne peuvent pas rester les bras croisés. Et actuellement, les difficultés, c'est partout. Vous avez vu Donald Trump, il est élu, qu'est-ce qu'il a fait? Il coupe tout ce que l'Amérique était en train de faire comme aide au niveau mondial. C'est une stratégie. Mais lui, en le faisant, c'est pour soutenir et aider et prendre en compte les Américains, qui étaient très fatigués. À leur niveau, ils disaient que non, nous, ce qu'on a là, on le donne à l'extérieur. Alors lui, il coupe pour pouvoir satisfaire ses habitants. Nous, on vit les conséquences. Deuxièmement, ceux qui étaient là, la manière dont ils ont géré, les conséquences de la gestion. Quand Ousmane Sonko disait que l'histoire de la dette qu'on lui a laissée, c'est inadmissible et effarant, j'avais dit non, il fait de la politique. Mais lorsque il a dit qu'effectivement, lorsque Macky Sall fait part d'une dette qui tournerait autour de 70%, il lui a dit non, c'est pas ça, ça dépasse 80%. La Cour des comptes sort un rapport hier et mentionne qu'au lieu de 80 et quelques annoncés par Ousmane Sonko, c'est 99,67%. Mais ça, c'est grave. C'est grave, on ne peut pas comprendre. Et moi, si, compte tenu de cette situation, quelqu'un qui est dans cette situation, on ne peut que... Quand on voit un peu comment ça marche dans nos États, on doit féliciter l'équipe du président Diomaye et de son premier ministre. Parce que les gens, tu vas te poser la question, comment ils ont fait pour tenir 10 mois. Depuis lors, pourquoi? Comment ils ont fait? Alors cela veut dire qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire des routes.
Les infrastructures qui étaient prévues avant que Macky Sall quitte. Ils avaient programmé plusieurs axes routiers au Sénégal. Et à l'époque, ils pensaient que Macky Sall serait candidat. C'était un peu une stratégie de campagne. Ils ont fait le tour du Sénégal. Ils ont annoncé l'axe tel sera goudronné, l'axe tel sera goudronné. Les petits politiciens portaient ça, ils faisaient le tour. C'est comme ça qu'ils ont fait. Oui. Et effectivement, ils ont envoyé des ingénieurs, ils ont fait les études, ils ont fait les dossiers, ils ont soumis ça à l'extérieur, en partenaire extérieur. Le financement donc était attendu. Mais avant que le financement arrive, enfin le financement ne devrait pas arriver avant les élections. Alors eux, ils voulaient aussi avoir des points de campagne. Alors, il y a eu, quelque part, effectivement, des stratégies de dette auprès des banques privées pour démarrer ces engagements-là, alors que le financement n'est pas encore arrivé. Et on parle de plus de 2500 milliards. Vous aurez compris donc, quand on vous parle de dette, c'est parce qu'effectivement, c'est des dettes qui ne renvoient pas à la réalité de gouvernance correcte, sobre, sérieuse, sincère. Parce que quand on gouverne un pays, il faut suivre les normes. Les normes de l'UMOA et la norme de la comptabilité publique. Et ne pas mettre la pression sur le trésor public en termes d'actions qui ne respectent pas l'orthodoxie. Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Parce que, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des leaders qui comprennent qu'ils ne doivent pas interférer sur certaines décisions. Alors que le gouvernement sortant, les décisions venaient d'en haut. Oui. Et quand j'ai entendu hier quelqu'un dire « Oui, le ministère des Finances, l'État, vous ne comprenez rien. » Ça, c'est des fonctionnaires. Oui. Ce n'est pas les fonctionnaires qui sont fautifs, c'est les politiques. Qui font une grosse pression. C'est eux qui décident, ils ont la décision. On vous dit, sors l'argent, tu donnes à tel, ils donnent. Ouais. Tu refuses, on te dégage. Voilà la situation. Donc, est-ce que ces fonctionnaires aussi vont dire non ou bien ils vont se soumettre? Les fonctionnaires, souvent, la règle, c'est la soumission. La soumission, surtout dans nos pays africains. Parce que c'est son supérieur hiérarchique. Le président ne parle pas avec le fonctionnaire qui existe. Par exemple, si le président parle avec le premier ministre parle avec le ministre parle avec le directeur général parle avec le chef de Nangam. Alors, cela veut dire que les gens là sont obligés, chacun est aussi de s'exécuter contre que c'est ton supérieur hiérarchique qui t'a dit allez-y. Vous le faites tout en sachant que ça, si ça continue, ça va donner ça. Mais vous pouvez le dire, mais ça n'impacte pas parce que vous ne pouvez pas les empêcher de le faire. Alors, c'est ce qui est arrivé. Bon. Certains ne seront pas d'accord, ils vont dire ouais, un fonctionnaire doit prendre ses responsabilités. Oui, par exemple, dans la justice, dans certaines commandes qui ont été faites, on a parlé de 2021 avec tous ces morts-là, ces manifestations. Est-ce que nous allons dire que voilà, les policiers, les gendarmes, le ministère de la Justice ne sont pas responsables? Certainement, c'est Macky Sall. Non, il y a quand même une responsabilité individuelle à prendre. Oui, c'est effectivement, il y a une responsabilité individuelle à prendre, mais à un certain moment, il faut agir sous la hiérarchie. Okay. C'est quand soit on agit sur la hiérarchie, ou bien on démissionne. On a quelques-uns qui ont effectivement agi il y a d'autres qui ont agi sur la hiérarchie, mais d'autres qui ont refusé. Ça dépend aussi. Toujours est-il que, quelque part, on aura constaté effectivement que beaucoup de choses ont été faites et qui ne devraient pas l'être. Je cite par exemple dans ce schéma-là les difficultés que les gens ont vécues dans la gestion, effectivement, des fonds Covid, par exemple. Et la Cour des comptes qui, effectivement, a réussi à faire un rapport à l'époque, c'est sous Macky Sall. Oui. C'est devant tout le monde. Donc, quand on prend le même rapport et qu'on le donne à la justice, il n'y a pas de problème. Parce que l'acte a été posé sur Macky Sall. La Cour des comptes a fait le travail sur Macky Sall. Deuxièmement, lorsque la CRI a été supprimé, c'est Macky Sall qui a créé aussi la haute cour. Voilà. La haute cour de justice. Voilà. Et donc, je pense quelque part, si on est là, en train de suivre effectivement un processus, pour ceux qui sont là, ils ne font qu'appliquer la règle. Maintenant, ça ne peut pas être facile
Mais quand les gens comprendront, ils verront qu'effectivement qu'on est sur la bonne voie et qu'on pourra effectivement à ce rythme arriver à trouver des solutions durables. Oui. C'est dans la durabilité qu'on peut gouverner. Mais du taf yëngal ou bien du jour au jour, on ne réglera rien. On va s'endetter. Oui. Il y a un technicien qui m'a expliqué un jour comment le Sénégal, en dehors du TER, en dehors du BRT, avait réussi aussi à signer une convention pour faire les autoponts que tu vois à Dakar. À coût de milliards. Voilà. Et quand vous creusez sur le financement de ces autoponts, en termes de convention, de dettes à payer, et même des entreprises qui ont réalisé, vous comprenez, si vous prenez l'exemple des autoponts, vous prenez l'exemple du BRT, vous prenez l'exemple du TER, vous prenez l'exemple des autoroutes et autres routes, vous rassemblez tous ces financements-là. Ceux qui comprennent les enjeux ne disent pas que nous n'avons pas besoin de ponts, nous n'avons pas besoin d'autoroutes, nous n'avons pas besoin de terre. Si, on en a besoin. Oui. Mais on veut, qu'en le faisant, qu'on suive les règles, qu'on suive effectivement toute la stratégie normale pour pouvoir arriver à mettre à la disposition des populations ces infrastructures. Si ça doit coûter 10 000, que ça coûte 10 000, clairement. Mais si ça doit coûter 10 000 et qu'on nous facture à hauteur de 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000, ça pose problème. Oui. Et aucune explication n'est donnée. Et voilà un peu ce qui a fait que la Cour des comptes a déclaré. Et vous êtes partisan de la reddition des comptes et qui a démarré aujourd'hui avec ce 13 février avec la convocation de Farba Ngom et de Tahirou Sarr. Les gens parlent de politisation et d'un acharnement. Vous partagez leur assertion? Non, ils sont convoqués, ils n'ont qu'à aller répondre. Pourquoi on a convoqué Farba Ngom? Est-il le seul qui était Macky Sall, qui était avec Macky Sall? Non. Farba Ngom est convoqué. Il va répondre. Mais ils disent qu'il n'est pas délégataire de pouvoir. Il n'a jamais été, par exemple, nommé par décret ou tout cela. Non, ce n'est pas. C'est-à-dire, en le convoquant, on ne lui a pas dit que ton budget de telle année n'a pas été bien géré. Il y a une accusation de milliards. Voilà, autour d'un rapport de la CENTIF. CENTIF. Rapport de la CENTIF. C'est lui qui va répondre sur cette question. Est-ce qu'il l'a pris? Qui lui a donné? Pourquoi? Dans quel cadre? Si c'est clair, les gens vont le laisser partir. Si ce n'est pas clair, il va remonter. Oui, si ce n'est pas lui, il va sortir. C'est qui? Voilà. Et je pense que c'est ça. À partir de ce moment, les choses seront très claires. Parce que, vous savez, dans nos pays sous-développés là, si on ne gère pas correctement, on ne peut pas se développer. C'est sûr. Les 4 dragons de l'Asie sont développés avec l'engagement, l'abnégation. Des citoyens. La Chine, qui est devenue un exemple dans le monde. Les Chinois sont connus par leur courage, leur engagement et leur sérieux. Le Japon, la même chose. La Corée. Prenez la Corée. Prenez en Afrique le Rwanda, là. Ils ont réussi des choses en 10 ans. Donc, donnons à cette équipe 5 ans qui réforme en profondeur et que ça soit du sérieux. Celui qui mérite 5 francs prend 5 francs. Celui qui mérite 10 prend 10. Et on travaille sur le mérite et qu'on mette les fonds à la disposition. De performance. Et les gens travaillent. Qu'on mette ceux qui veulent travailler, qu'on les donne les conditions de travailler. Oui. Ça va pousser tout le monde à aller travailler. Si tout le monde travaille, tout le monde paye l'impôt. Si tout le monde paye l'impôt, on a des fonds. Si on a des fonds, on les réinvestit et ça retourne. Et ça construit le pays. C'est ça. Mais on ne peut pas rester là à croiser les bras, à rester dans les plateaux, à rester un peu plus ou moins autour des réseaux sociaux, à parler, à palabrer de minuit à 14h et de vouloir développer le Sénégal. C'est pas possible. Et d'attendre notre développement sur l'aide au développement. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Il faut qu'on pense que c'est nous qui devons développer ce pays-là. Et nous,
quand on dit nous, c'est que chacun doit aller travailler dans son domaine. Que chacun aille dans son domaine, que les menuisiers soient des menuisiers, que les enseignants aillent travailler à l'école, qu'ils enseignent, que les agriculteurs cultivent et qu'on mette, que chacun, dans là où il est, qu'il voit le budget lui venir. Ouais. Que ça ne soit pas un budget réservé à une élite au niveau national qui émarge à coups de milliards et qu'on laisse les paysans dans une situation difficile. Je ne suis pas d'accord. Et dégager les courtiers, les intermédiaires. Et que des courtiers soient des milliardaires devant nous. C'est insensé. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas le syndrome Karim Wade, puisque en 2012, on a parlé de 25 ténors du Parti socialiste démocratique sénégalais. Au finish, c'est Karim Wade tout simplement qui a payé, si on peut caricaturer ainsi. Aujourd'hui, avec cette dynamique, la dynamique imprimée par les nouvelles autorités, est-ce que cela ne va pas aussi accoucher d'une souris, cette montagne? Non, je ne crois pas, parce que l'ancien directeur de la LONASE est en prison. Il est accusé. Il est en train de suivre le schéma. Mais c'est entre privé, hein, et c'est là aussi que ça pose problème, parce que c'est un... Il est là-bas, il est en prison. Oui. C'est de l'argent qu'on l'a accusé, en tout cas. Oui. Deuxièmement, Farba Ngom est là. Et puis, la Cour reçoit des dossiers. Et il instruit les dossiers. Alors que, du temps de Wade, Macky Sall voulait gouverner seul sans avoir de problème. Il fallait éliminer Karim seulement. Les autres ne le dérangeaient pas. Les autres, il va les appeler venir dans son parti en technique de transhumance. Alors que le PASTEF n'est pas dans une stratégie de transhumance. D'ailleurs, ils sont partis aux élections législatives seuls pour montrer que c'est leur parti. Je ne vois pas, d'ailleurs, tous les maires qui avaient organisé des meetings en disant qu'ils vont au PASTEF pendant les législatives, tu ne les vois plus. Parce que personne ne les a écoutés. Cela veut dire quoi? Donc, les schémas sont différents. Ici, les gens veulent compter sur leurs propres moyens. Oui. Le pouvoir actuel veut compter sur ce que nous avons, nous, ce qui nous revient de droit, qu'on puisse l'avoir. C'est-à-dire nos recettes propres, les recettes propres du Sénégal, qu'on puisse les mettre sur la table. Les recettes extraordinaires, qu'on puisse les mettre à côté. La coopération, les relations extérieures, le pétrole, le gaz arriveront en appoint. C'est ça. C'est-à-dire si on veut développer le pays, il va falloir que l'on puisse effectivement augmenter les possibilités de recettes. Les possibilités de recettes à travers les taxes et les impôts, à travers aussi tout ce que nous avons comme possibilité de financer notre développement endogène, sans compter sur les autres. Après maintenant, on s'appuiera sur nos propres recettes pour aller chercher de l'argent à l'extérieur, pour aller effectivement ouvrir des pistes de collaboration et de relations pour pouvoir effectivement financer le complément du développement. Je pense que c'est ce schéma qui est décliné par le pouvoir actuel. Ils vous disent que quand quelqu'un a des milliards qu'il garde chez lui en disant que c'est parce qu'il était responsable dans notre parti politique, si la justice l'interroge et que lui, effectivement, il est fautif, on verra qui est propriétaire de ces milliards-là. Est-ce que si c'est des milliards de l'État, on ne va pas les remettre à la caisse de l'État? Bien sûr. Voilà, si c'est des milliards de l'État que l'autre avait pris, on les remet dans la caisse de l'État, mais c'est un début. C'est un début sur un peu l'augmentation des recettes de l'État. Donc nous sommes dans un schéma un peu plus ou moins de l'augmentation des recettes de l'État en termes de fonds propres. Après, avant de voir ce qu'on peut avoir en venant des autres, venant de l'autre, venant de la coopération. Parce que vous l'avez même compris lorsque Ousmane Sonko parlait de l'aide américaine qui a été suspendue. Effectivement, l'idée a été effectivement de travailler sur un peu plus ou moins des schémas endogènes du portage de l'économie à partir de ce que nous avons. Et à partir de cela, il va falloir ramasser tout ce qui a été pris par d'autres d'une manière ou d'une autre. Dans le rapport, on vous parle de combien d'immeubles qui ont été vendus. Et vous plaidez pour la récupération de tout cela? Tout ça. C'est normal. Parce que moi, je pense que la différence entre les pays développés et les pays sous-développés, c'est que dans les pays développés, quand tu es responsable au niveau étatique, en termes de responsabilité portée
pour le compte des populations, vous qui arrivez là-bas, vous avez au moins réglé des choses. Vous avez réglé vos propres problèmes sociaux avant d'arriver là-bas. Vous avez aussi réglé vos problèmes de connaissance, d'éducation. Quand quelqu'un connaît et il a, quand vous le mettez à la tête de ce qu'il partage avec les autres, il fera tout pour pouvoir l'organiser afin que chacun puisse prendre sa part. Oui. C'est ça la différence entre nos pays sous-développés et les pays développés. En Europe, quand tu es maire, ton budget est 1 milliard, tu ne penses pas toucher 5 francs de ce budget. Ce budget-là est réservé à l'assainissement, à l'eau, à l'hydraulique, à l'aménagement, à autre chose. Et les populations regardent où est-ce que tu l'as mis, comment tu as fait pour récupérer, comment tu as fait pour dépenser. Et tout est partagé. C'est ce que nous voulons. Oui. Nous voulons que ceux qui sont élus puissent effectivement prendre tout ce qui nous revient et qu'ils le mettent sur la table, que le partage soit connu et que là où ça fait plus mal, que l'argent puisse arriver là-bas pour régler le problème. Oui. Dans les zones rurales, mais c'est comme si on n'était pas des Sénégalais. Moi, je fais le tour du Sénégal chaque fois, mais tu arrives dans des... J'étais à Kédougou la semaine dernière. J'ai organisé un atelier avec les maires et les présidents de département de la région. Le président du conseil départemental de Salémata était devant moi, il me dit, nous portons un plaidoyer pour l'ouverture du centre de santé de Salémata. Je lui dis, comment? Salémata n'a pas de centre. Il me dit, nous sommes un département. Salémata, c'est un département. Ça fait peur, hein? C'est un poste de santé qui est là-bas. Oh. Il n'y a pas de centre de santé. Ça veut dire qu'un médecin ne séjourne pas dans le département. Un médecin. C'est-à-dire quand il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de médecin. Cela veut dire qu'aucun médecin ne passe la nuit dans le département de Salémata. Est-ce que tu peux comprendre ça? Qu'est-ce que nous voulons? Le développement. Allons-y à Salémata. Mettez un hôpital du niveau 2. Mais le président du conseil départemental et le PCA, on met des médecins, on met des infirmiers, on met des sages-femmes. Les malades de Salémata ne doivent pas venir à Kédougou. Sincèrement, oui. Alors que non seulement la route n'est pas bonne, mais elle est très éloignée. Ça, c'est un exemple. Vous arrivez encore à Medina Yoro Fula, zéro goudron, ça pose problème. Donc, c'est ça qui fait qu'il faut qu'on s'arrête. On a la chance d'élire des gens qui comprennent ce que nous voulons. Oui. Donnons-leur le pouvoir, le courage de pouvoir régler ces faiblesses, de pouvoir régler ces disparités, de pouvoir régler cette antagonie qui fait que ceux qui sont en ville continuent à avoir tout et ceux qui sont dans le monde rural continuent à vivre dans Et si nous avons ces dirigeants qui travaillent avec éthique, morale et déontologie, il faut compter sur un dividende démographique avec des jeunes formés. Absolument. On en a, mais ils sont mal orientés. Oui. Mais aussi, il y a cet incivisme et ce manque de patriotisme et de citoyenneté. Absolument. Et c'est un appel que nous allons lancer aux jeunes, aux étudiants surtout, pour qu'ils comprennent qu'ils ont des responsabilités. Ils ont laissé leurs parents dans des difficultés énormes. Ils ont accepté d'aller étudier. Tous ceux qui ont été à l'université ont été à l'université dans des difficultés. Mais les difficultés doivent pouvoir pousser la personne à transcender effectivement ces difficultés pour aller vers la recherche. Parce qu'étant à l'université, il faut avoir le minimum pour pouvoir, même ceux qui sont ceux qui vont en France. Travailler sur la résilience. C'est ça, parce que l'université, c'est une étape très cruciale de la vie de l'enfant. Si vous ratez, vous ratez votre vie. Donc, l'État aussi doit pouvoir accompagner. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait en termes d'allocation de bourse, en termes aussi de chambres, en termes de social, avec les cours de Crous et autres, en tout cas les centres universitaires qui sont à côté. Et aussi certainement les jeunes professeurs qui de plus en plus prennent des responsabilités pour effectivement être recrutés à l'université, aller enseigner. Et aussi un peu le fait que l'université devient de plus en plus communautaire, que ça ne soit plus une élite enfermée dans un coin, dans un quartier, comme s'il n'était pas de... Donc, que l'université puisse sortir et puisse accompagner le développement en termes de recherche, en termes de discussion, en termes d'échange, en termes de partage, et que les étudiants puissent effectivement être plus ou moins socialement ancrés dans les quartiers, dans les villages, pour pouvoir aller dans le sens un peu plus ou moins dans le développement. Oui, certainement, cette question ne pouvait pas manquer. Honorable Mamadou Diouf,
vous êtes maintenant dans une posture d'accompagner les nouvelles autorités. Êtes-vous prêt à accepter un poste pour essayer de partager votre expérience et aider au développement et à la stratégie mise en place par les nouvelles autorités? Bon, écoutez, je ne suis pas dans une position de demandeur de poste. Je suis dans une position d'accord. C'est-à-dire on peut accompagner quelqu'un sans être élu. Oui. Ou bien sans être nommé. Moi, j'ai fait mon travail de formateur. Actuellement, j'accompagne l'Union des associations d'élus locaux, qui est un peu la fêtière des associations d'élus. C'est-à-dire, on a l'association des maires du Sénégal, on a l'association des départements du Sénégal. Oui. Alors, les deux associations ont créé l'Union. Il y a aussi le réseau des élus locaux réels. Et ces structures-là, l'État a mis la maison des élus qui est à la place de l'indépendance à leur disposition. Et depuis 2012, je les accompagne. D'accord. Je les accompagne en termes de stratégie, les plans stratégiques. Je les accompagne en termes de formation. Je les accompagne en termes de stratégie de financement innovant, mais aussi un peu plus ou moins sur le développement local, participatif et échange. Alors, hier, j'étais à Mboro, où on a fait 2 jours autour de l'installation d'une plateforme multi-acteurs dans l'arrondissement de Mboro, qui compte 4 communes. Et notre objectif était d'avoir ce cadre qui va fédérer tous les acteurs, les communes, les paysans, les agriculteurs, éleveurs et autres, autour de la problématique du plaidoyer et de la vue commune entre les agriculteurs et aussi les industriels qui sont installés dans cette zone, GCO, ICS, autres plateformes, autres industries qui utilisent les terres sous d'autres formes, et les agricultures qui ont besoin aussi des terres pour pouvoir cultiver parce que c'est de la terre très fertile. Nous les avons aidés à avoir un cadre multi-acteurs où ils vont dialoguer. Oui. Ce qui revient aux industriels leur sera donné. Ce qui revient aux agriculteurs et éleveurs leur sera donné. Et ensemble, ils pourront effectivement financer le développement autour des maires, pour que les maires puissent effectivement, à travers leur plan de développement, à travers leur budget, organiser le développement et aller dans le sens un peu de satisfaire les besoins des jeunes et des femmes qui vivent dans leur commune. C'est un peu comme ça qu'on vit chaque jour. Je vis de ça chaque jour. Voilà. Je ne peux pas faire une semaine Vous êtes la sève nourricière du monde rural, voilà, il faut le dire. Je vis de ça, je suis sur le terrain chaque jour. La semaine prochaine, demain, samedi, on sera à Kaolack, à Ndiédiène, pour accompagner le maire de la commune qui va lancer son plan de développement avec le ministre qui sera là-bas. Il m'a invité et je serai à Ndiédiène, dans Kaolack, pour pouvoir accompagner. Le mot de la fin, honorable Mamadou Diouf. Merci beaucoup, vous remerciez Diouroup TV, vous remerciez personnellement, remercier mon fils, Aziz. Mais Famara, vraiment saluer ta présence, te saluer vraiment. Merci beaucoup. Saluer mon frère Alun et dire merci d'avoir fait le déplacement pour venir échanger avec moi. Dire aussi toute ma disponibilité pour rester encore avec vous, même dans nos activités de formation. Vous invitez quelquefois dans les activités de renforcement de capacité et de nos ateliers de formation. Nous verrons comment on pourra effectivement continuer à avoir le link, puisque je dirige la cellule d'appui aux élus locaux. Merci beaucoup. Et cette cellule-là fait beaucoup d'activités à Dakar et dans l'intérieur du pays. Donc on pourra toujours trouver une solution pour pouvoir encore passer par vous pour insister sur le développement participatif, sur les échanges, mais sur la place des jeunes et des femmes dans le développement, dans nos quartiers et dans nos villages. Nous le faisons à Ndiaganiao, nous le faisons dans le département de Mbour, et nous le faisons au Sénégal. Et je pense que des médiums comme Diouroup TV peuvent effectivement faciliter cette communication sociale dont on a tant besoin pour renforcer un peu plus ou moins la compréhension des populations, mais aussi pour aider un peu plus ou moins tous nos parents à continuer à accompagner et à comprendre que
voilà, le développement ne peut pas se faire en un jour ou deux jours. Oui, en un temps record, Voilà, il faut du temps. Voilà. Et vraiment, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous étions dans un entretien spécial avec l'honorable Mamadou Diouf. Il est l'ancien PCR de Ndiaganiao. Avec lui, nous avons abordé plusieurs questions. Il a donné sa position, mais aussi en tant que consultant, il a donné des ouvertures et des réflexions pour développer ce pays. Famara Niassi et Abdoul Aziz Diouf sur Europe TV. Merci de votre fidélité. Au revoir.